Bah déjà pour commencer, justice pour Théo. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quand il dit est-ce que c'est réglementaire? Parce que quand nous on explique qu'il y a des violences policières, qu'il y a des dysfonctionnements dans la police, on explique que c'est systémique en fait. Vous savez, moi par exemple, je viens de Villeneuve-le-Roi, du Val-de-Marne. J'ai un ami à moi, il s'appelle Lilian, couleur de peau noire. Il a été contrôlé 20 fois par la police. Moi, jamais contrôlé, parce qu'il y a un contrôle au faciès dans la police. Et c'est ça pour plein d'autres dysfonctionnements, par exemple pour les violences policières. Et en fait, ça se fait à tous les niveaux. Déjà, premièrement, on le sait qu'il y a une omerta dans la police. C'est pas tous les policiers qui font ça, mais par contre, on sait que entre policiers, on se dénonce pas les uns et les autres. Et on sait aussi que la hiérarchie, elle couvre ces dysfonctionnements, le contrôle au faciès ou les violences policières. L'IJPN, ça a été fait pour ça. Tout le monde est au courant que l'IJPN, c'est une grande arnaque qui est faite pour couvrir. Mais encore plus grave, encore plus haut, c'est la classe politique qui couvre tout ça. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui ne reconnaît pas l'existence du contrôle au faciès, qui ne reconnaît pas l'existence des violences policières, qui en rigole même. Un jour, il avait rigolé en disant « je m'étouffe quand on me parle de violences policières ». Et donc du coup, c'est ça quand il dit c'est réglementaire. C'est qu'en fait, de haut en bas, il y a toute l'institution qui entretient ce système d'impunité policière. Et c'est ça ensuite qui fait que ça donne un climat avec beaucoup de Français qui disent « mais moi en fait, j'ai pas confiance en la police. Moi, j'ai même peur en voyant la police ». Parce que notamment à partir du mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu toutes les violences policières, mais la police des Gilets jaunes, ça fait des décennies qu'elle existe dans les quartiers populaires. Et si on veut permettre cette réconciliation, eh ben en fait, il va falloir résoudre le problème de haut en bas, avec toute une hiérarchie qui dysfonctionne totalement et qui laisse tous ces drames se passer. Cette phrase, je trouve qu'elle témoigne beaucoup de la déconnexion que peut avoir le peuple par rapport aux politiques. L'Europe, c'est le meilleur exemple. Mis à part si on a fait Sciences Po, on comprend pas trop le fonctionnement de l'Union européenne parce que premièrement, on nous l'apprend pas. Je veux dire, on n'apprend pas aujourd'hui comment fonctionnent les institutions et c'est d'une certaine manière fait exprès pour essayer d'écarter le plus possible les citoyens des institutions et notamment des institutions européennes. Et aussi parce que trop souvent, c'est une institution qui a trahi l'Union européenne. Je veux dire, c'est elle qui met en concurrence dans l'énergie et qui fait qu'on a la situation qu'on a sur l'énergie. C'est elle qui a mis en concurrence dans les transports et qui fait qu'aujourd'hui, les transports, ça fonctionne plus. Puis il y a un autre moment qui est, je pense, un moment marquant de la démocratie française. En 2005, il y a eu un référendum qui expliquait que les Français ne voulaient pas de la Constitution européenne. En 2007, ils l'ont fait passer malgré tout, comme si jamais la volonté du peuple comptait pas. Et donc du coup, nous, on veut pas une Europe qui soit au service de l'argent. On veut une Europe qui soit au service des gens. Et en fait, pour ça, cette institution, elle a besoin de se rendre compréhensible. Elle a aussi besoin d'arrêter de constamment rendre des services à la finance et peut-être de se rapprocher un petit peu plus de la volonté du peuple européen. Et je pense notamment sur les questions écologiques. Il y a un gros sujet écologique. Est-ce qu'on a l'impression que l'Union européenne est à la hauteur? Et est-ce qu'on a l'impression que les politiques de l'Union européenne, dont on connaît les collusions avec les lobbies, sont au service des gens? Du coup, c'est toute cette déconnexion-là qu'elle veut dire cette phrase. Et nous, on essaie de lutter contre. On a des députés au Parlement européen. Je peux vous donner l'exemple de Manon Aubry, qui elle, justement, est une députée du Parlement européen, qui lutte contre la corruption des lobbies au Parlement. C'est un peu le mouton noir de cette assemblée. On est très content de l'avoir. Au moment où on tourne, il n'y a pas longtemps, il y a eu le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a fait 3 bras d'honneur à l'Assemblée nationale, mais il s'est inspiré de Macron. Macron, il a fait un premier bras d'honneur à la démocratie en enchaînant tous les 49-3. Ensuite, il fait un bras d'honneur au monde du travail en faisant la réforme des retraites. Et il fait un bras d'honneur aux Français en refusant de la retirer. La réforme des retraites, est-ce que le peuple français, il en veut? Non, tout le monde est contre. Et pourtant, il essaie de passer en force. Parce que nos institutions, elles sont faites de telle manière qu'une petite caste politique peut décider contre la majorité du peuple. Et c'est pour ça que nous, on a une solution. Il faut réunir, faire élire une assemblée de citoyennes et citoyens qui n'ont jamais été élus, qui écrivent une nouvelle constitution et que cette constitution, elle soit soumise au vote du peuple français. Et ensuite, on passe de la 5e République à la 6e République. Et moi, à l'intérieur, j'aimerais que, par exemple, on puisse révoquer les élus. Parce que croyez-moi que si jamais on pouvait révoquer les élus dans ce contexte de réforme des retraites, ils se comporteraient pas de cette manière. J'aimerais aussi qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne qui était demandé par les Gilets jaunes. Comme ça, on pourrait empêcher cette réforme des retraites. Et même, on pourrait s'assurer qu'à chaque fois qu'on a un référendum, eh bien, on n'est pas une classe politique qui décide contre le peuple français qui sont censés représenter. Pour le clip de Yanni, du coup, en fait, Yanni, c'est un militant et il est venu, il a milité pendant la campagne, une campagne qui était désespérée, franchement, on s'attendait pas à la gagner, quoi. Et à la fin, on a quand même réussi et on s'était dit si jamais on la gagne, il faudrait trop faire un son, ça pourrait être drôle, quoi. Et de base, c'était un délire. Et un jour, je reçois sur WhatsApp le son. Et moi je le trouve incroyable, quoi. Le son il est incroyable, il est drôle, quoi. Et donc du coup Yanni ensuite il avait proposé d'en faire un clip et du coup moi je suis apparu dans le clip et c'est à la fois aussi parce que c'est un militant, c'est un pote et ça me fait plaisir et aussi parce que en fait il y a des gens qui expriment de la politique à travers le rap.
Et alors bon, c'est pas aussi doux et policé que le comportement de l'Assemblée nationale, mais il n'empêche que ça reste quand même une parole politique qui doit être écoutée, qui doit être regardée et qui doit surtout être interprétée dans un contexte. Et je pense que c'est important aussi que nous, en tant que politiques, on fasse même partie de cette parole politique qui peut émerger à travers le rap et qui est notamment une parole politique des quartiers populaires. Je veux dire, le rap français, il est ultra politique, notamment parce que c'est un genre musical qui vient beaucoup des quartiers populaires. Et donc du coup, faut pas s'éloigner de ça. Et du coup, moi, j'étais fier de juste pouvoir faire partie d'un clip de rap qui parlait de politique, qui a déclenché une panique bourgeoise, justement parce qu'ils comprennent pas ces termes-là, et aussi parce que c'est une parole politique qu'il faut légitimer. La classe politique, elle est violente. Je veux dire, quand elle va chercher des raffineurs qui sont en grève parce qu'ils ont du mal à finir les fins de mois et qu'ils les réquisitionnent, c'est violent. Quand ils envoient des policiers pour aller tabasser des jeunes qui se mobilisent, c'est violent. Mais alors par contre, un petit mot de travers ou une impolitesse, alors là tout de suite ils disent « Ah non, c'est une atteinte à la démocratie, il faut défendre les élus, la démocratie. » Il faut savoir relativiser les choses. En fait, c'est un clip de rap, c'est un son de rap, c'est un genre musical, il y a une culture derrière tout ça. Et si jamais vous ne l'interprétez pas, en fait, juste, vous entendez pas le même message que celui qui a voulu être dit, et du coup, vous vous déconnectez. Mais juste, vous parlez qu'à vous-même en faisant ça. Je veux dire, le rap, c'est un genre qui mérite d'être interprété. Et en fait, si jamais vous le regardez, vous, de votre point de vue de politique bien poli et bien lisse, vous comprenez juste pas ce que les citoyens veulent vous dire à travers le rap. En vrai, j'écoute un peu de tout, Nino, Damso, Orelsan, Aya Nakamura, j'aime bien. Enfin voilà, franchement, en vrai, je suis un mec assez mainstream, on va pas se mentir. Ces derniers temps, on a l'impression que le rap, ou en tout cas les rappeurs, ils perdent un petit peu du pouvoir de notoriété qu'ils peuvent avoir, justement pour parler notamment des quartiers d'où ils viennent en fait. Je veux dire, il y a des petits messages par-ci par-là, mais là en fait, je veux dire, on a Marine Le Pen qui est constamment au second tour à chaque élection présidentielle. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait l'indignation et même l'enragement que certains peuvent avoir par rapport à ce qui se passe en politique et que ça transparaisse vraiment fortement dans les sons. Alors parfois, il y a quelques phrases et il y a du vécu aussi, clairement il y a du vécu, mais j'aimerais bien que ça aille plus loin. Et d'un autre côté, c'est facile aussi pour moi de dire ça, parce que moi je suis un politique, c'est mon job. Eux, c'est des rappeurs, c'en est un autre, donc je vais pas parler à leur place. Mais j'aimerais bien que ça transparaisse un peu plus. Moi, ce qui m'a marqué dans cette punchline, c'est le fait qu'ils mettent à égalité politique et banquier. En vrai, c'est pas les mêmes métiers. Un politique, c'est quelqu'un qui est élu par les gens pour organiser la société, pour qu'elle mette bien les gens. Sauf que trop souvent, en fait, on voit que la politique, elle a été au service de l'argent, elle a été au service de la finance. Je veux dire, combien de fois ils se sont dit non, on va pas faire. Enfin, par exemple, l'exemple des milliardaires. Les milliardaires, ils ont doublé leur fortune depuis le Covid. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu un partage des richesses? Non. L'exemple des médias. Vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Est-ce que la société et la démocratie seraient pas plus saines si jamais les milliardaires avaient pas autant de mainmise sur un outil ultra important pour la démocratie? Et en fait, trop souvent, on se retrouve à avoir des politiques qui protègent les privilèges des puissants de l'argent, c'est-à-dire des milliardaires, et qui refusent de donner tout ce pouvoir au peuple. Et donc du coup, moi, c'est ce point de vue à égalité contre lequel je lutte. Moi, j'essaye de faire de mon mandat un combat contre les forces de l'argent et au service des gens. Et d'ailleurs, regardez, je suis attaqué pour ça. Au moment où j'ai dénoncé Bolloré sur le plateau de TPMP, aujourd'hui, je le paye encore. Mais je regrette pas du tout. Parce que justement, à partir du moment où on comprend qu'il y a un problème avec le pouvoir de la finance dans la politique et qu'on a décidé de se battre contre ça, et justement, on aide à poser les premières pierres pour que ensuite, un jour, tout le peuple y aille ensemble et qu'on aille enfin récupérer nos droits par rapport à notre société et aussi à ce qui devrait être un service minimum. Je veux dire, pour moi, c'est pas possible que quelqu'un puisse acheter un yacht de luxe alors que vous avez des gamins qui peuvent pas se nourrir. Je veux dire, il y a des gamins qui mangent pas tous les jours. Donc, pour moi, la question de pouvoir se nourrir, de pouvoir se chauffer, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir boire, de pouvoir s'habiller, tant que tout le monde n'a pas ça à égalité, et dans ce cas, on partage les richesses. Une fois que tout le monde a accès à un service minimum, là, on peut commencer à discuter. Mais vous pensez bien que les milliardaires, ils parlent jamais de ça. Ils préfèrent largement parler d'islam et d'immigration plutôt que du fait qu'il y ait des enfants qui mangent pas à leur faim et que du coup, il faille partager les richesses. L'objectif, c'est d'avoir plus de richesses pour les accumuler, les réinvestir, pour avoir plus de richesses, les réaccumuler, les réinvestir. Et il y a plein de gens qui disent, de toute façon, le monde est ainsi fait et c'est comme ça. Sauf que le capitalisme, il n'a pas toujours existé. À l'époque, dans notre histoire, il y a eu d'autres systèmes économiques et je pense que même, on va vivre le siècle où il va cesser d'exister. Parce que vous avez un critère qui change tout, c'est le réchauffement climatique. On peut pas continuer d'investir des richesses à l'infini
à partir du moment où vous avez des ressources qui sont limitées. Et même, j'irai plus loin, mais pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut voir qui choisit les richesses que l'on produit et qui choisit comment est-ce qu'on les répartit. Le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de reprendre notre pouvoir sur les milliardaires. Je veux dire, c'est Jeff Bezos qui décide de faire tourner Amazon. C'est pas la classe politique. C'est Apple qui décide de continuer de polluer à gogo. C'est pas la classe politique. Et justement, tant qu'on n'aura pas repris notre pouvoir sur la façon dont on organise la société et l'économie sur ces milliardaires, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique. Mais justement, parce qu'on n'a pas le choix que de lutter contre le réchauffement climatique, plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué pour eux, et on arrivera à sortir de cette logique capitaliste. Et de toute façon, si on n'y arrive pas, c'est la fin de l'humanité. Donc je sais qu'on va y arriver. C'est mathématique, tout simplement. Bah, c'est vrai. Enfin, en fait, on va reprendre la dernière élection présidentielle. Vous avez Emmanuel Macron, qui refuse de participer au débat du premier tour. Il arrive au second tour contre Marine Le Pen. Une chaise gagne l'élection contre Marine Le Pen. Le soir du second tour, il dit j'ai conscience que tous les Français n'ont pas voté pour moi, pour mon programme, mais contre Marine Le Pen, et donc leur vote m'oblige. Bon bah, résultat, il dirige à coup de 49-3, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, bon, son gouvernement ne demande pas de vote devant les députés, il fait une réforme des retraites contre la majorité des Français, c'est la grève générale, il refuse de reculer. Je veux dire, regardez l'état de la démocratie actuellement. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez autant d'abstention. C'est parce que le système est construit de telle manière que vous ayez le président de la République qui ait tous les pouvoirs. Et en plus, le mode d'élection du président de la République qui a tous les pouvoirs, aujourd'hui, il est vicié. Il n'est pas honnête, il n'est pas sincère, parce que vous avez tellement de tensions entre tout le monde, tellement de divisions entre tout le monde et tellement d'abstention que vous avez juste des gens qui peuvent se dire moi je me sens pas représenté par le président de la République mais comme par les députés. Et c'est pour ça que j'explique la 5e République, le système dans lequel on vit, est pourri, malade, et il faut rapidement en changer. Sinon, la situation va s'empirer. Et pour en changer, vous prenez une assemblée de citoyennes et de citoyens qui n'ont jamais été élus, vous leur faites écrire une nouvelle constitution, vous mettez au vote cette constitution et vous faites la 6e République. Voilà la seule solution qu'on a. Ça, c'est vrai. En fait, tout va pas bien. Déjà parce que dans ce que j'expliquais juste avant, avec le fait que vous avez des gamins qui sont en primaire et qui mangent pas à leur faim tous les jours, quoi. Et le fait que vous ayez des gens, des darons qui étaient prêts à prendre des gilets jaunes et franchement, mais qui y allaient fort, quoi, pour essayer de faire en sorte de pouvoir juste avoir le minimum pour vivre. Parce que c'est bien ça le mouvement des Gilets jaunes, c'était avoir un minimum pour vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer une petite dédicace à moi, l'endroit où je suis élu, notamment dans une ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, où dans un quartier, vous avez des darons qui mettent des gilets fluo et qui sortent le soir pour aller justement empêcher que ça parte en vrille dans le quartier. Et vous avez dans plein de villes des darons qui en fait font juste le travail de l'État français, qui font le service public, qui font l'aide administrative, qui organisent des distributions alimentaires et à la fois elles mettent des gilets fluo pour aller revendiquer le minimum à égalité pour tout le peuple français et parfois elles mettent même des gilets fluo pour aller faire le travail que l'État est censé faire. Donc voilà, je passe une petite dédicace notamment à Fanta Macalo qui vient de tout ça et qui porte des gilets fluo pour aller faire le boulot de l'État français. Combien de fois on s'est retrouvé à avoir des politiques, on apprend qu'ils ont fait corrompus, détournement de fonds, où ils sont pas condamnés, où ils prennent du sursis, alors que quand vous avez quelqu'un qui va dans un magasin pour aller voler, je sais pas moi, de quoi bouffer parce qu'il a pas l'argent pour le faire, alors lui direct c'est la prison. Je veux dire, non seulement il y a une impunité dans la classe politique qui fait que vous en avez qui respectent pas la loi et qui doivent être exemplaires parce que c'est eux qui la font. Et donc c'est une circonstance aggravante. Pourtant ces gens ils prennent rien ou peu parce qu'ils ont des bons avocats, ils ont l'argent. Et par contre, quand vous avez des gens, appelons les choses comme ça, quand vous avez la délinquance des pauvres, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvent à commettre des délits, notamment en raison de leur situation de précarité, et avec ces gens-là, tout de suite, on va les criminaliser et elles vont prendre beaucoup plus. Et cette inégalité-là, elle est vécue comme une injustice, déjà parce qu'on attend de la classe politique qu'elle soit exemplaire, mais parce que en plus de ne pas être exemplaire, elle est beaucoup plus sévère avec la délinquance des pauvres qu'avec la délinquance des riches. Et du coup, cette inégalité, elle est vécue par beaucoup comme une injustice inacceptable. C'est dû à un système qui s'auto-entretient et à des erreurs de jugement. Un système qui s'auto-entretient parce qu'aujourd'hui, si jamais vous avez de l'argent, on sait très bien que vous allez beaucoup plus vous en sortir au tribunal. Parce que vous avez les bons avocats, parce que vous avez les moyens de pouvoir vous en sortir. Si jamais vous n'avez pas l'argent, en fait, vous allez vous retrouver à une inégalité devant le juge. Et ensuite, il y en a une deuxième, c'est que la délinquance des personnes, par exemple des quartiers populaires, elle sera toujours 10 fois plus criminalisée que la délinquance d'une personne qui aura détourné des millions d'euros. Je veux dire, la délinquance en col blanc, on dit « Ah, c'est pas bien », mais bon, ça va.
Alors que par contre, la délinquance dans un quartier populaire, non seulement on va traiter la personne de criminel, de bandit, mais en plus de ça, on va mettre tout le monde dans le même sac. Alors que quand il s'agit de la délinquance en col blanc, on met jamais tout le monde dans le même sac. Dans les quartiers, on met tout le monde dans le même sac. Voilà où est-ce qu'elle est la plus grande des injustices. Bah, part. Non, mais la différence qu'il met dans tout ça, comment ça, des Babtou te disent de partir? Il y a pas que des Babtou, en fait. Il y a des personnes, il y a des personnes noires, il y a des personnes arabes. Je veux dire, des personnes qui font partie du pays, en fait. Qui sont français, françaises, qui parfois même n'ont pas la nationalité, mais qui par contre font pays avec nous. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a de la couleur de peau tout de suite? La France, c'est pas une couleur de peau, la France, c'est pas une religion. Et en plus, qui lui dit de partir? Personne ne lui dit de partir. Je veux dire, à chaque fois qu'on se retrouve à avoir une personne, par exemple, qui a la couleur de peau noire, qui fait une connerie, alors là, tout de suite, ces gens, ils se mettent à tweeter, à aller sur tous les plateaux télé en disant « il faut renvoyer tous les immigrés, il faut nettoyer les quartiers au Karcher », alors que ces gens-là, mais personne ne leur dit de partir, alors que justement, c'est eux qui respectent pas l'esprit de la France. L'esprit de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je veux dire, c'est pas parce qu'une personne a une couleur de peau ou une religion qui ne lui convient pas qu'elle doit quitter le pays dont la personne fait partie. Donc, c'est lui qui a pas compris la France. C'est lui qui ne l'a pas compris. Et d'ailleurs, ces gens, ils sont minoritaires dans le pays. Je veux dire, c'est des gens qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, d'une époque où vous aviez d'ailleurs d'autres personnes qui étaient déjà d'extrême droite et qui racontaient les mêmes conneries qu'eux. Et c'est des gens qui refusent d'accepter la réalité, à savoir que, bah, malgré toutes les différences, malgré toutes les divisions qu'il peut y avoir, et ben en fait, quelle que soit la couleur de peau ou la religion, on est capable de faire unité, on est capable de faire France. Et tant pis pour lui. C'est la classe politique qui auto-entretient ça. Je veux dire, c'est eux qui expliquent que, par exemple, il y a un séparatisme, qu'il y a des quartiers qui ne font pas partie de la France, alors que factuellement, c'est pas vrai. Et je veux dire, c'est la classe politique et les médias qui diffusent cette idée. Alors que, quand je dis que nous, on est majoritaire, c'est que vous avez beaucoup de gens qui non seulement votent pas pour ça, et vous avez beaucoup de gens qui votent pas. Et les gens qui votent pas, ils sont conscients de ça. Parce que, en fait, un pays, eux, ils en parlent longtemps sur les plateaux, mais un pays, ça se fait, ça se construit. Et en fait, quand vous allez dans les écoles, quand vous allez dans les quartiers, quand vous allez dans les associations, quand vous allez dans la rue, bah en fait, je connais beaucoup plus de gens qui en ont rien à faire des différences de religion et de couleur de peau, ou même d'origine, que de gens qui sont juste des racistes qui en soi vivent qu'entre eux. Entre gens d'extrême droite, qui s'imaginent une France qui n'est pas réelle. Je veux dire, entre l'image qu'on donne, par exemple, des quartiers populaires et la réalité des quartiers, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, pourquoi? Parce que les gens qui passent leur journée à parler des quartiers, c'est des gens qui ont jamais mis un pied. D'ailleurs, c'est même des gens qui croient qu'on ne peut pas rentrer dans les quartiers. Mais vous pouvez rentrer comme vous voulez dans un quartier, il y a aucun souci. Ça n'existe pas, ça. C'est que dans vos films, c'est que dans vos têtes. Et donc, quand je dis que, en fait, la majorité de la France, elle croit pas à leurs conneries, c'est une vérité. Parce que déjà, bah, l'extrême droite, elle est pas au pouvoir. Que vous avez beaucoup de gens qui votent pas et qui sont d'accord avec ça. Du fait qu'en fait, bah, l'extrême droite, c'est juste des gens qui comprennent rien au pays. Et puis ensuite, pourquoi est-ce que ça existe? Parce que vous avez une classe politique et médiatique qui justement ne connaît pas cette réalité française, qui entretient ce message-là. Mais ça n'a pas de réalité concrète. C'est pas vrai. Le séparatisme, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai.